Bonsoir, bonsoir. J'arrive un petit peu en retard, vous m'en excuserez. Alors on va faire un petit live intermédiaire, étant donné que le planning n'est pas évident à respecter en cette période. Et après la première synthèse, en fait, on va un petit peu continuer sur ce que j'expliquais au cours de cette synthèse. C'est-à-dire que nous avons la possibilité, en enchaînant les lives là, qui se suivent, de faire un système de poupée russe. Et je vais essayer de vous démontrer que euh, ce qu'on peut emboîter dans un sens, on ne peut pas forcément l'emboîter dans l'autre sens. On voit actuellement différentes façons de faire de l'aquariophilie. Il y a eu un live assez surprenant sur un groupe différent d'une autre, qui aborde comme ça des choses assez qui peuvent vous dérouter, on va dire, hein, copieusement, c'est-à-dire qu'un bac de 5000 litres avec 5 kilos de roche vivante, on est quand même très très loin des principes qu'on essaye de vous inculquer. Donc, pourquoi on, pourquoi on privilégie sur Ifan Geek une façon de faire de l'aquariophilie en résonance avec la nature par rapport à, pourquoi pas, promouvoir une aquariophilie beaucoup plus basée sur le matériel et la chimie proposée par des laboratoires. Bien évidemment, je ne m'opposerai pas du tout à l'utilisation de produits qui viennent compenser les consommations particulières dans un aquarium, notamment par exemple celle de l'iode, relativement d'ailleurs variable d'un bac à l'autre, même extrêmement variable d'un bac à l'autre, et qui pourtant va avoir, et on va le développer dans un prochain live qui sera spécifique, en tout cas qui va beaucoup tourner autour de ça, le rapport entre le calcium, le magnésium et l'iode, d'une part, et les interactions qu'il y a entre le liant qu'est l'iode et l'atout formé à la circulation en fait des ions grâce à l'iode. L'iode, comme vous l'aurez remarqué, son niveau baisse drastiquement dans des rapports de durée qui sont de l'ordre de 48 heures. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce il va être absorbé par l'ensemble de la vie, mais aussi par la chimie. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que, et c'est ce qui pose, moi ça en tout cas c'est ce qui me pose problème chez les chimistes, c'est que à chaque fois ils ont une vue comme au microscope sur quelque chose et ils en oublient les interactions et ils disent vous voyez c'est ça, c'est prouvé scientifiquement, c'est moi qui ai raison, vous avez tort. Et en fait, ils se rendent pas compte que d'une certaine manière, ils se ridiculisent parce que tellement ils ont la vue courte. L'aquarium est un ensemble de choses d'une complexité extraordinaire et cette complexité, il ne peut pas vous être donné de la comprendre en 3 lignes, c'est pas possible ou en 1 heure. Vous voyez bien comment j'essaie de réagir quelquefois quand je vous dis vous me posez une question sur le sable. Comment veux-tu que je te réponde à une question sur le sable? Je viens de faire 4h30, 5 heures de live sur le sable. Et là, tu vas commencer un peu à comprendre comment ça marche et un peu à savoir de quoi tu parles. Et à le, le transposer sur ton bac, sur ton expérience. Mais en une phrase, mais qui peut faire ça? Personne. Donc la science infuse, le lien magique sur Google, non, ou le lien magique sur un groupe, ça n'existe pas. L'aquariophilie récifale, ça s'apprend, et ça s'apprend par
l'expérimentation d'un côté, et puis d'autre part, la culture et l'accession à la culture. Eh ben, je suis désolé, ça demande du temps. Quoi qu'il en soit, ça vous coûtera du temps. Alors vous pouvez continuer à dire, comme ce monsieur, que bah oui, le sable ça sert à rien, les pierres ça sert à rien, et que ce sont des nids à nitrate. Il ne sait même pas comment ça marche. Le mec, c'est affreux parce qu'en fait, il est environné, il est dans la nature, et il est incapable d'observer ce qu'il a autour de lui, de comprendre ce qu'il a autour de lui. Et il va donner des conseils à des gens qui, malheureusement, vont aller à 100% la tronche dans le mur parce qu'ils ne comprendront rien à sa façon chimiste de faire de l'aquariophilie. Alors, je suis désolé, hein, je vous dis bonjour à tous. Je peux pas répondre pour l'instant aux commentaires et vous comprendrez quand je fais un exposé, les commentaires me perturbent. Je souhaite, dans les explications que je vais donner, ne pas trop perdre le fil. Et de ce fait, je vais vous demander de pas trop me poser de questions. Vous pouvez malgré tout le faire, hein, et si quelqu'un parmi notre équipe peut y répondre, je pense qu'ils le feront. L'idée donc, l'idée d'une méthode et qu'est-ce qu'on peut dire, la confrontation entre différentes méthodes, c'est la mise en place d'un protocole donc qui explique qu'on part d'une base donnée, en général bien sûr. Qu'est-ce que c'est notre base? C'est l'eau de mer, on est bien d'accord, c'est la base, c'est de l'eau déjà. Ensuite, on va placer un écosystème dans cette eau, et on va placer du matériel autour de cette eau, dans cette eau. Chacun de ces trois piliers de notre aquarium va entrer en interaction. Évidemment, dans les trois méthodes les plus répandues, ou les 4 méthodes les plus répandues aujourd'hui, on peut dire 4, eh bien, vous allez avoir des différences notables. Vous avez d'une part des gens qui cherchent à faire pousser des coraux SPS difficiles, à faire ressortir les couleurs, qui sont dans une espèce de quête, dont pour un grand nombre d'entre eux d'ailleurs, la quête de la bouture. Un corail tricolore s'échange au marché noir bien mieux qu'un corail marron. Hein, ça, vous le savez déjà. Ces gens-là, donc, vont avoir, au-delà de la satisfaction personnelle de proposer un aquarium très coloré, qui va leur coûter une blinde, ils vont avoir autre chose à tirer de cela, puisque bah, leurs coraux poussent et qu'il va falloir les tailler, ils vont faire un petit business. Donc ils ont intérêt à avoir des coraux extrêmement colorés et des coraux, on va dire, assez exceptionnels. Donc ces gens-là, c'est une tranche sur notre toile récifale, c'est une tranche qu'il ne faut pas négliger. Parce que ces gens-là ont de beaux aquariums, parce que ces gens-là font leur promotion, et qu'ils sont sur des groupes, et qu'ils mettent des photos, des vidéos. Et que, quand vous regardez leurs aquariums, vous êtes scotché par les couleurs. De là, ah mais comment fais-tu, mon ami? Donc, comment fais-tu, mon ami? Eh bien, tu vas découvrir que le gars, il fonctionne avec des principes qui peuvent être totalement sous machine ou sans être sous machine, avec une maîtrise d'une forme d'oligotrophie particulière, que cette oligotrophie peut être gérée, j'en ai vu qu'il la gérait au feeling, hein, c'était des gens qui avaient beaucoup d'expérience, et puis les autres, eh bien, ils les gèrent avec de l'ICP, avec des tests ICP. Donc ils font leurs tests ICP, ils ont une base, et à partir de la base, ils vont gérer les apports d'oligo-éléments en lavant leur eau tous les jours et en remettant ces oligo-éléments tous les jours. Ou alors, ils vont appauvrir doucement leur eau et ensuite gérer les apports. Donc des apports, oligo-éléments, acides aminés,
un ensemble d'éléments en fait qu'on peut donc automatiser aujourd'hui en mettant sous pompe donneuse ou sous pompe doseuse, mais dans leur façon d'aborder l'aquariophilie, la microbiologie est un problème. La microbiologie impose qui vont vous coûter 3 mois, 4 mois dans votre programme, ou 6 mois à réparer. Alors que là, quand il y a une dérive, eh bien, on peut la réparer relativement rapidement. En influant sur l'eau, il n'y aura pas d'enchaînement des phénomènes de tampon. Dans la méthode naturelle, eh bien, c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'on a un système beaucoup plus stable, mais qui est rempli d'enchaînements de la microbiologie, de la microfaune, des pierres vivantes, avec un ensemble de vie qui comprend aussi les algues, les éponges. Vous voyez, un ensemble beaucoup plus complexe, avec un nombre d'espèces gigantesque par rapport à ce genre de bac absolument dénudé. Donc, cette opposition d'aquariophilie, au départ, quand vous la prenez dans la tronche, et que vous cherchez, si vous cherchez que vous regardez simplement la beauté des photos, vous risquez de tomber dans l'appel du tricolore. Et moi, j'estime qu'il est de mon devoir de vous mettre en garde par rapport à ces méthodes, parce que si effectivement quelques-uns d'entre nous arrivent à se lancer dans l'aquariophilie marine avec ce genre de méthode, ils sont très peu nombreux à y réussir. Très peu nombreux, je vous dirais, c'est 2-3%. Et c'est 97% qui crachent. Et qui ne savent pas, qui vont trouver moult explications, mais comme ils n'ont pas la compétence technique pour déterminer quelles erreurs ils ont fait, et qu'ils vont poser la question à des gens qui n'ont pas la compétence technique pour la compétence biologique pour leur apporter des réponses, eh bien, ces gens-là vont rester dans des a priori et dans la méconnaissance. Alors, quand on commence à comprendre quels sont les mécanismes de la biologie, si vous avez regardé les lives que j'ai fait sur le sable, vous avez compris déjà qu'un certain nombre de façons d'utiliser le sable va vous mettre la tronche dans le mur. Hein? Alors, cette idée préconçue, le sable est un nitrate, un phosphate, c'est vraiment une idée préconçue de gens qui n'ont pas su mettre en œuvre, qui n'avaient pas le savoir pour le mettre en œuvre. Ensuite, vous avez des gens qui commettent l'erreur de mettre 25 poissons dans 60 litres. Et évidemment, le sable, même si vous avez 7 cm, au bout d'un an, c'est une catastrophe parce que le sable est plein de boue et qu'il n'arrivera pas à digérer et à totalement recycler les sédiments. Si vous avez suivi les lives de cette année, eh bien, au stade où nous en sommes, vous pouvez tout à fait effacer ce que vous venez d'apprendre et réapprendre ce que vous avez appris, le regarder avec un nouvel œil. Et c'est dans cet état d'esprit que je vais m'adresser à vous un peu ce soir, parce que c'est comme la métamorphose de la notonecte en libellule. Au départ, quand on commence l'aquariophilie, on est un prédateur, on dévore des choses, on dévore, on apprend, mais est-ce qu'on comprend tout ce qu'on apprend? Est-ce qu'on assimile tout ce qu'on apprend? Est-ce qu'on est capable d'isoler ce qu'on a appris, de le déplacer d'un aquarium à un autre, de multiplier par 50 cette expérimentation? Eh bien, au départ, non. On a besoin de travailler ce que l'on apprend de manière à l'intégrer. Et une fois qu'on l'a en soi, c'est tout à fait différent. Parce que là, on a une compréhension d'un mécanisme complexe et qu'on est capable de sortir le moteur de la voiture et de le mettre dans une autre voiture.
Et oui, les anciens lives sont tous dispo sur la chaîne YouTube. Alors là, bah, pour une fois, comme j'expliquais, allez-y, mettez des likes. Euh, on avait un peu merdé dans les référencements. Et, et tant mieux, en fait, hein, si le savoir se transmet, bah, on va être très content d'aider des gens. Donc, si vous pouvez nous mettre un petit coup de pouce pour une fois, eh bien, je vous dirai pas, je vous dirai merci. Voilà, comme je vous l'expliquais dans le post d'hier, euh, on va avoir besoin d'un petit coup de pouce comme ça pour que nos lives, nos vidéos puissent être transmises au plus grand nombre, parce qu'on voit des gens qui font des vidéos lamentables et qui ont 4000, 5000 vues. Et bah voilà, c'est un petit peu terrifiant quand on essaie de proposer un programme de qualité, de voir que ces gens-là ont ça et que nous, on a 300 vues. Il y a un problème. Voilà, je vous dis à la vôtre sur ce. Donc, donc on a ces ensembles de capsules. Le sable, bah vous voyez ce que ça représente. C'est une capsule très grosse. C'est le l'intestin de l'aquarium avec les pierres vivantes. Et ce sable est en interaction biochimique et chimique avec l'aquarium. Ces interactions différentes sur des champs différents, pour des raisons différentes, vont avoir un liant qui est l'iode. Alors, un des liants qui est l'iode. Bien sûr, nous avons prioritairement le transit de l'oxygène, et c'est pour ça que j'insiste sur vos aquariums, de bien avoir compris la capsule qu'on a fait sur le potentiel redox et l'oxygénation dans l'aquarium. L'oxygène est un élément fondamental du travail des bactéries. Mais lui aussi d'ailleurs a une interaction chimique. On a une demande chimique en oxygène et une demande biologique en oxygène. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec l'iode. On a une demande chimique en iode et une demande biologique en iode. L'iode va donc être capturé sur des molécules et permettre de faire transiter d'autres ions et permet des transmutations. Alors ça, c'est une chose, je vous ai expliqué, on va le redévelopper plus tard parce que il va falloir entrer vraiment dans le détail si le sujet vous intéresse. Mais aujourd'hui, on va rester un petit peu plus large dans notre façon d'appréhender la chose. C'est que on sait qu'on a ces interactions et on sait que dans notre aquarium, on a mis ces différents éléments. On a les pierres, on a le sable, on a le matériel, les pompes de brassage, un écumeur qui fait tant de litres par rapport à tant de litres qu'on a, etc., etc. On a un éclairage, l'éclairage fonctionne tant d'heures par jour, à tant de puissance par jour sur tel spectre. Il va influer, lui, sur la photosynthèse, il va influer donc sur le travail de certaines bactéries, etc., etc. Quand vous éteignez votre éclairage, les bactéries de la photosynthèse arrêtent de travailler, passent en mode opposé, et c'est ce qui va amener dans votre bac une légère acidification, une légère baisse du taux d'oxygène, et il faudra le prendre en considération dans la machinerie qu'on aura mis en place, ou bien dans la biologie qu'on mettra en place. Désapprendre ce qu'on vous a appris, là, c'est effectivement tenter d'extraire chaque capsule, chaque poupée russe, de la regarder telle qu'elle est toute seule et de la bouger, de changer sa configuration, de volume, d'exposition, de taux d'oxygène, et d'imaginer dans votre tête quelles seraient les conséquences si on modifiait, par exemple, le sable, ou les pierres, ou l'écumage, ou le brassage, ou l'éclairage. Et si vous prenez une configuration où il n'y a pas de sable, où il n'y a pas de pierre, et qu'on vous dit que ce sont les coraux le tissu du corail qui sert de bioréacteur,
on peut s'interroger un petit peu quand même sur la nature du personnage qui intervient. Les coraux sont consommateurs de bactéries et ce que ce type de culture, euh, on va dire, impose, étant donné qu'il n'a pas de capacité d'éponger, de traiter une certaine quantité de déchets. Donc on évite les poissons, on évite même les détritivores, on évite, voilà, bon, on évite, on tient un jardin de coraux. Dès qu'il y a un pépin, en fait, l'aquarium va pomper l'oxygène de l'eau pour dégrader la matière. Donc, quand vous avez des coraux qui doivent être nourris de 15% par la chasse, donc par quelque chose que l'on met dans l'eau, pour respecter l'ordre naturel des choses, puisque c'est ce que consomment les coraux, environ 15% de leur énergie provient de la chasse, et non de ce qu'ils puissent dans l'eau, et non de la photosynthèse des zooxanthelles. Cette proportion, quand elle est respectée, eh bien vous avez des coraux qui vont avoir une pousse différente de ceux qui ne poussent que par l'éclairage et la biochimie, la chimie. Voilà. Donc, pour eux, c'est de la biochimie, ils prennent dans l'eau et transmutent aussi, en fait, les éléments en les consommant, mais vous comprendrez bien que l'interaction n'est pas du tout la même que si vous donnez à manger à vos coraux et que vous allez tous les jours polluer votre bac en donnant à manger à vos coraux. Un aquarium sans sable, sans pierre, avec juste un écumage, ne pourra pas éponger du tout, la quantité de nourriture que vous aurez mis. Donc votre bac pète en nitrite, consomme l'oxygène de l'eau, et l'écumage, à ce moment-là, bah oui, il faut que ça soit l'énorme BBK pour une boule à poisson rouge. Donc, à partir du moment où vous mettez du sable, vous avez une contrainte d'oxygène permanente. Cette contrainte d'oxygène permanente, tiens donc, c'est bizarre, le bac où on n'a qu'une branche de corail mort avec des coraux dessus, qu'a-t-elle elle a aussi une contrainte en oxygène extrêmement forte. Et nous voyons parfaitement que ces aquariums, quand ils sont débranchés, entre 2 et 4 heures, l'aquarium est mort à 90, voire 100%. Étrangement, dans un aquarium avec du sable, eh bien, nous n'aurons pas les mêmes effets. La mort sera plus lente. L'étouffement de l'aquarium sera plus lent. Tiens donc, c'est bizarre, puisque nous cultivons des bactéries dans le sable. Voilà les choses, de la complexité et des systèmes de poupées russes que quelqu'un qui n'a pas de compétences, qui n'a pas de connaissances sur le sable et la biologie marine appliquée en aquariophilie, eh bien, ne peut absolument pas entendre ni comprendre. Alors moi, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Et évidemment, vous voyez, vous ne pouvez pas ingurgiter un paveton pareil en 5 minutes. Pour entendre ce que j'explique, eh bien, il faudra regarder, je suis désolé pour vous, quasiment l'ensemble des vidéos qu'on a fait depuis le début de cette année. Parce que c'est la seule manière, comme si vous lisiez un livre, de prendre chapitre par chapitre, et puis ensuite de confronter chaque chapitre au chapitre suivant, voire au chapitre de fin. Alors on n'y est pas encore à la fin, puisque on va continuer à décrypter l'aquariophilie module par module et méthode par méthode, mais là c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué dans ce que j'ai vu, et je tenais à rebondir, parce que enseigner ça à des aquariophiles, je trouve ça très dangereux. Voilà, extrêmement dangereux même. Que des gens experts s'amusent à pratiquer ces choses-là entre eux, c'est une chose. Démocratiser ces façons de travailler, c'est autre chose. Donc,
ce qu'on remarque, c'est que quand vous êtes dans le feu de l'action, quand vous êtes dans la construction de votre aquarium, quelquefois, heureusement que maman est là pour vous taper sur les doigts, ou papa, parce que vous y consacrez beaucoup de temps, vous papotez dans les groupes, vous papotez avec des gens au téléphone, vous, voilà, et vas-y que je te tripote le sable, et vas-y que je te tripote les pompes, et vas-y que je te tripote l'éclairage, et vas-y que je te tripote le fuge, et vas-y que... Et en fait, chaque module après chaque module, pendant quelques temps, vous avez les mains dans l'eau, et ce que propose une personne, alors ça fait un mois que votre truc est monté, machin, ce que vous propose une personne, ah ouais tiens c'est vachement bien, hop, vous remettez les mains dans l'eau, hop, vous changez tout, et ces actions-là ne sont pas anodines. Elles vont avoir des conséquences sur des semaines. Quand vous changez votre mode de pulse sur les pompes, quand vous changez votre brassage, si on vous donne de bons conseils, notamment sur la gestion de votre turnover, sur la gestion du courant, pour avoir un effet particulier sur les SPS, et puis une danse sur les LPS en dessous, comme les affiliats, cette modification, c'est un bon point pour l'aquarium. Mais un bon point qui ne fonctionnera que quand vous lui laisserez le temps de fonctionner. Et pour savoir si votre système fonctionne convenablement, il vous faudra 3 semaines de retour. Donc normalement, l'excitation du départ doit être un petit peu maîtrisée, contenue, par des apports de connaissances et puis une prise de conscience que chaque modification est aussi dans le système des des poupées russes. Donc, vous modifiez votre sable, vous avez des algues la semaine prochaine, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, hein? On s'en branle. Vous avez des algues, c'est normal. Vous avez amorcé, vous avez rajouté une couche de sable sur une couche de sable plus ancienne. Il y a le haut, en fait, qui va nous péter un petit câble. C'est normal. Vous risquez même d'avoir un peu de cyano. C'est normal. Et on va pas faire un caca nerveux parce que pendant 3 semaines, vous avez de la cyano. La cyano va venir, puis elle va partir. Il n'y aura pas de produit à la con à mettre, il n'y aura pas de... Non, il faut laisser faire la microbiologie. Mais si vous avez toujours un abruti sur un groupe X ou Y qui vous dit « Oh, t'as de la cyano, quelle catastrophe !» et machin, vas-y, tiens, tiens, prends ce produit-là, puis ce produit-là, puis ce produit-là, et puis tu vas sur un autre groupe, tiens, prends celui-là, puis celui-là, allez, vas-y, mets du vibrant, machin. Vous allez, les gars, sérieusement, quoi. Vous allez à la catastrophe. Parce que vous allez perturber le fonctionnement naturel du changement dans le sable que vous avez fait, qui normalement doit vous donner une sécurité pendant plusieurs années, avant que vous ayez besoin d'aller le tripoter. Donc, qui va vous faire vos tampons, qui va vous donner un microphone magnifique, qui va pouvoir remettre dans l'eau du calcium, du magnésium, etc. Et là, vous allez d'entrée de jeu, alors que vous venez de construire votre château de sable, bam, vous lui filez un coup de pompe dedans. Donc c'est un gros problème. On a exactement la même chose par rapport aux pierres vivantes. Alors les pierres vivantes, déjà que moi le système berlinois me casse les couilles parce que vous faites votre montée de nitrite avec les pierres vivantes, donc vous allez flinguer plus de la moitié de ce qui était resté vivant après le voyage, parce qu'il se prend une montée d'ammoniac, puis une montée d'ammonium, et puis une montée de nitrite. Alors que, a priori, on peut gérer ça tout à fait différemment pour protéger la vie qui est sur vos roches. Toute la vie qui est sur vos roches. Le maximum, tout du moins. Et évidemment, elles vont pas avoir la même performance après. Elles vont pas produire non plus le même type de microfaune. Certains vers ne supporteront pas l'ammoniac. D'autres, non, ça va, pas de problème. Ils vivent dans les zones où il y a de la production. Mais les éponges, il y a des éponges qui ne supporteront pas. Il y a un tas de bestioles qui supporteront pas.
de se prendre de l'ammoniac dans la tronche. Alors, les survivants, et c'est ce qui est extraordinaire, c'est vrai, dans les roches vivantes, les survivants, si vous les mettez en culture sous un bon éclairage, avec donc la partie éclairée et la partie dans la nuit, eh bien vous allez voir deux types de faune qui vont apparaître, et puis vous allez avoir toutes les plantes marines, des plantes marines qui vont jaillir de la pierre. C'est formidable, mais vous avez perdu une partie de cette qualité extraordinaire d'ensemencement des pierres si vous les avez feuquées dans un bain d'eau ammoniaquée. Donc, si vous les avez trop brossées, c'est la même chose. Un bac qui fonctionne, il y a du caca dedans. Et c'est ça qui est la grande phobie des maniaco-dépressifs du bac. Ces mecs qui, toute la journée, tremblent, ils sont flippés au moindre signe, au moindre truc, et déclenchent le plan hors sec. Et en déclenchant le plan hors sec, puis un autre plan hors sec, puis un autre plan hors sec, ben, à chaque fois, forcément, ils vont finir par fucker leur bac. Donc, ils vont faire tomber leur bac en désuétude. Et ils ne comprendront pas pourquoi. Parce qu'en fait, il y aura un effet cumulatif d'une erreur qui se met sur une autre erreur, qui se met sur une autre erreur, et sur 9 mois d'écart. Reprendre l'historique d'un aquarium sur 9 mois, c'est difficile. Et ça, je vous l'accorde bien. C'est bien pour ça que quand on vous donne un protocole, le protocole berlinois, il est écrit en long, en large, en travers, dans plein de livres, dans plein de machins. Eh bien, nous, les compléments qu'on amène sur le protocole berlinois, faut vraiment les respecter, parce que c'est ça qui détermine, c'est l'horloge en fait, hein, c'est le début du calendrier. Si vous merdez sur ce début du calendrier, en négligeant les encapsulements, eh bien, vous allez avoir des problèmes. Donc, quand on vous explique que les algues au départ, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Ah, ça fait pas beau. Ben oui, ça fait pas beau. Ah, des fois, il faudra les siphonner 2 ou 3 fois pour qu'elles disparaissent. Et alors, quand on voit ce que vous pouvez dépenser comme énergie dans d'autres secteurs de l'aquarium. Donc, on fait passer ce moment, et puis ça y est, le truc est amorcé. Vous avez, parce que dans tous ces mécanismes, bien sûr, vous avez un rapport à quoi? À la population. Donc, tout ce que vous avez appris sur un domaine, sur un système, sur un cliché, vous avez la nécessité de le désapprendre pour pouvoir l'intégrer ensuite comme une fiche dans un ordinateur clipsé. Voilà, il y a telle mémoire là-dedans, clac, j'emboîte, mais ça rentre dans un système entier. Et quand il rentre dans le système entier, c'est pas la même chose que le truc isolé. C'est pas ce qu'il y a dans la mémoire là qui va faire l'effet qui est sur votre écran dans l'ordinateur. Ce qui fera l'effet, c'est la mémoire utilisée par des logiciels. Et l'aquarium, si on voulait faire utiliser cette idéographie, un ordinateur fonctionne avec du matériel, de la mémoire et des logiciels. Donc, l'aquarium, on pourrait dire que c'est à peu près la même chose, sauf que lui, c'est un ordinateur quantique dans lequel il y a oui, non, ouvert, fermé, peut-être. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors là, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a 5 modes de réponse. Et ces 5 modes de réponse, pour un petit peu comprendre comment ça marche, ben, il faut avoir décortiqué chacune des capsules. Chacune des capsules va faire que ça sera peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Votre turnover est mauvais, vous avez un mauvais potentiel redox. Si vous avez un mauvais potentiel redox, dans votre sable, qu'est-ce qui va se passer? Combien vous avez de coraux? Combien vous avez de poissons? Combien vous nourrissez par jour? Toc toc, vous avez votre résultat. Toc toc, le sable peut éponger ça. Toc toc, il y a un problème. Il y a une disproportion entre les apports et ce qui peut être consommé. Tac tac, vous avez un surplus. Voilà. Par contre, vous avez beaucoup de microphones. Tac tac, on en soustrait.
C'est comme ça que, par une espèce d'arithmétique, on arrive à comprendre les, les rotules, hein, les rotules les plus importantes dans, de- dans le système de l'aquarium dans son ensemble. Alors, vous avez un écumeur de merde, par exemple, eh bien, lui va certes amener un peu d'oxygène dans l'eau, mais par exemple, vous enlevez un dixième de ce dont vous avez besoin qui doit être enlevé. Ce, la partie restante, dommage en fait, elle va sédimenter dans votre fuge, elle va sédimenter dans votre bac. Vous avez 4 centimètres de sable. Tout se passe merveilleusement pendant 6 mois, puis au bout du 7e mois, eh bien, vous commencez à avoir une charge dissoute dans l'eau que le sable n'est plus capable d'éponger. Le sable devient, avec ses 4 centimètres, producteur lui-même, dans le processus de dégradation de la sédimentation, producteur lui-même des phosphates et des nitrates. Donc, d'un problème qui est en bas lié à l'écumeur, vous allez avoir un problème dans le sable. Puis, si dans ce système à 4 centimètres, si tout se passe bien, eh bien vous aurez les problèmes au bout d'un an, 9 mois, 1 an. Le bac va partir en couille parce que 4 centimètres, ça fait un nid à nitrate et à phosphate. Dans 2 centimètres, vous n'avez pas ce problème-là, ou dans 1 centimètre. Donc, cette façon de faire, par exemple, donc, qui est encore une méthode alors plus berlinoise, où on ne met qu'un centimètre de sable, et ben je suis désolé, c'est beaucoup plus stable que ces aquariums où on ne met rien. Parce que on va avoir l'équivalent de 2 ou 3 stades avec 2 centimètres de sable, de surface pour les bactéries. 2 ou 3 stades, les gars. Vous voyez, ça en fait, hein, de la surface. Alors, vous imaginez ensuite votre passage d'eau, le brassage de votre aquarium ou le turnover de votre aquarium, vous l'imaginez en train de ruisseler sur 3 stades. Et là, vous avez une idée de la capacité de ce petit lit de sable à vous pomper l'oxygène dans l'aquarium. Vous avez une surface gigantesque, complètement remplie de bactéries, et une véritable usine. Si vous le faisiez en vrai sur par exemple sur un bidime, un fin bidime, et que vous mettez 5000 litres heure de débit sur l'équivalent de 3 stades, ben vous voyez, vous allez avoir un truc à peine humide avec un passage d'eau très lent. Dans ce cas, là, il y aurait beaucoup de contact avec l'oxygène, ce serait pas forcément mauvais pour votre aquarium, sauf que là, c'est dans l'aquarium, et que c'est dans l'eau que les microbes vont puiser l'oxygène. Donc, cette relation à petite échelle, vous voyez, là je prends une loupe hein, pour rentrer dans ce mécanisme, on est déjà très peu à en avoir conscience en fait qu'il peut y avoir autant de mètres carrés d'échanges entre les microbes et le milieu chimique ambiant. Donc, de ce fait-là, vous comprendrez bien que pour maintenir un potentiel redox élevé, c'est-à-dire cette capacité aux bactéries de puiser l'oxygène présent dans l'eau pour permettre de fournir alors la demande biologique en oxygène, mais aussi continuer à fournir la demande chimique en oxygène, c'est-à-dire des ions qui se baladent et qui sont captés pour la formation de nouvelles molécules, dans toutes les transmutations, les évolutions de la chimie de l'eau dans l'aquarium, vous allez avoir ces deux danses vraiment fondamentales du mécanisme de l'aquarium. Là, donc, quand vous avez cette vue-là de 3 stades devant vous, pour 5000 litres heure, bah, ça vous donne une vraie idée des interactions qu'il peut y avoir. Quand on prend le Cyporax, ou des supports comme ça extrêmement poreux, c'est pareil, on développe des surfaces gigantesques.
dans un filtre, on peut développer plusieurs kilomètres carrés de surface avec du Cyporax. Donc, selon le type de culture qu'on va mettre à l'intérieur, eh bien, on pourra intervenir d'une manière majeure dans le fonctionnement de l'aquarium. Ce que je voulais vous expliquer, notamment sur le principe, je vous en ai déjà touché 2 mots, mais c'est assez important. J'avais fait un papier il y a longtemps, il y a plus de 7 ans là-dessus. Mais je sais que finalement, il y a peu de gens qui ont chopé ça au vol. Le maintien du Cyporax ou d'un très bon support bactérien dans la zone du tiers central de votre décantation, quand vous en avez une qui a une certaine longueur, si c'est pour faire ça dans un petit carré, il faudra plutôt l'amener un peu vers le fond. Vous remplissez un casier avec du Cyporax, eh bien, dans cette zone où il y a moins d'oxygène qu'en surface, vous êtes en hypoxie, et en hypoxie, c'est-à-dire avec un petit peu d'oxygène, seulement un petit peu d'oxygène, on met en place une culture de 2 souches particulières de bactéries qui vont transmuter directement les phosphates et les nitrates grâce au carbone. Si vous utilisez ce mécanisme dans votre système de filtration, si vous avez un léger problème, un petit coup de Nopox, un petit coup de vodka, toc, vous boostez ce filtre, et étant donné qu'il représente ces grandes surfaces gigantesques, il va avoir une action extrêmement puissante. Voilà. Mais attention, le tort, à chaque fois qu'on a quelque chose qui marche, c'est de vouloir tout axer sur ce truc qui marche. Et c'est vraiment ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que pour avoir quelque chose qui marche bien longtemps, il faut considérer que d'accord, ça c'est le turbo du moteur. C'est le turbo seulement. On a besoin d'avoir le moteur lui-même avec le sable ou avec les pierres. Et ça, c'est vraiment la notion capitale en fait d'une réussite en aquariophilie, c'est d'avoir plusieurs axes de travail ou de contrôle, de maîtrise, ou à l'inverse d'être dans je contrôle tout, je maîtrise tout, on a mis en place un système et on le laisse vivre, on laisse la nature faire. Parce qu'on a connaissance un petit peu de ce qui va s'y passer, parce qu'on a un peu compris comment fonctionnait ce milieu, avec 20 cm de sable par exemple, on a fait notre petit endroit dans un coin du bac, il y a 20 cm de sable, le reste du bac, il y a 7 cm de sable, il peut y avoir quelques variations, quelques changements de granulométrie, quelques changements de densité, on peut utiliser du marbre, on peut utiliser différents types en fait de la zéolite, les doigts de coraux, donc des grands morceaux de coraux, et on va répartir comme ça différents biotopes pour notre microfaune, pour notre macrofaune et pour notre microfaune bactérienne. De ce fait-là, on va dans une pièce de sable épaisse, si on a du Bora Bora, par exemple, qui se trouve en bas, le Bora Bora, qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'on arrive à 7, 8, 7, 7, ils font comme un sucre dans du café. Par contre, les coquilles, elles vont être beaucoup plus résistantes. Elles vont descendre à des pH inférieurs et fondre à des pH inférieurs. Ces interactions, quand on les maîtrise dans le lit de sable, et là, je vous ai donné tout pour que vous puissiez comprendre et maîtriser ce qui se passe dans le lit de sable. Si vous faites ça, eh bien, vous allez avoir un lit de sable qui fonctionne parfaitement. S'il fonctionne parfaitement, eh bien, les sédiments de votre aquarium seront bouffés en arrivant sur le verre. Et votre sable, il va vivre au moins, avant de le tripoter,
avant d'avoir à en changer des morceaux, etc., il va au moins vivre 5 ans. Voilà. Évidemment, c'est pas du tout la même chose que d'avoir à se prendre la tête. Quand vous avez 1 centimètre de sable, eh bien, votre ennemi, ce sera le sédiment dans le sable. Donc, vous allez siphonner comme les maniaco-dépressifs de la cuve, comme si elle était neuve, avec 0 sédiment dedans. Chut, hop, on aspire dès qu'il y a une poussière qui traîne. Et bien sûr, eux, ils redoutent les réactions en chaîne. Nous, au contraire, on essaie de vous apprendre à les cultiver. Si vous cultivez bien vos réactions en chaîne, eh bien votre aquarium marchera. Et il y aura une interaction aussi entre vos coraux et le sable et les pierres. Et c'est ça qui me semble formidable, c'est que l'aquarium va délivrer aussi, va remplacer en partie les appareillages, la baligne, le rack, le rat. Il y aura une partie qui va être faite de manière naturelle, comme dans le Jobert, mais de la façon dont on vous l'apprend là, mieux que dans le Jobert. Le Jobert a ses limites. Et le système Jobert en soi est très intéressant, sauf que il impose une contrainte à la fois à l'aquariophile parce qu'il est très limitatif en termes d'espèces, mais une contrainte aussi d'avoir à surveiller vraiment de manière très active l'aquarium à partir de sa 4e année, parce qu'il faudra anticiper s'il bascule. Donc, dans les systèmes qu'on peut proposer, alors il y en a un qui consiste donc par exemple à avoir un léger plénum et puis d'introduire du soufre dedans. Et ça peut vous sembler tout à fait absurde, mais non. Le problème de la circulation des gaz et de la circulation de l'eau dans les couches inférieures du sable va déclencher des formations de poches de gaz où il n'y aura plus d'échange et où il y aura un manque de soufre pour faire fonctionner les bactéries. Et elles pourront par exemple le prendre par en dessous. Voilà, ça c'est une idée, c'est un exemple de façon dont on peut faire. Et si ça intéresse des gens, je peux en parler en MP. Ensuite, vous avez les interactions bien sûr avec la roche vivante. Alors la roche vivante, eh bien c'est pareil. Vous avez des roches qui sont plus ou moins efficaces. Vous avez des roches qui sont très denses et donc qui sont sèches à l'intérieur, quasiment sans bactéries, avec donc juste une action aérobie en surface, peu épaisse. Puis vous avez d'autres roches qui sont des mastars et dans lesquelles il y a une vraie porosité et dans lesquelles il y aura au cœur une action en anaérobiose, donc avec ces microbes qui fonctionnent, qui vivent dans un milieu sans oxygène. Ces interactions avec l'aquarium peuvent être énormes, y compris d'ailleurs dans un refuge. La particularité des pierres vivantes, c'est que la surface est concentrée, on va dire, dans un noyau. Et c'est ça qui est à prendre en compte, parce que ça n'a pas le même fonctionnement. Il y a un effet de latence. Si vous prenez le Cyporax, il est très peu épais, ce sont des anneaux, hein. C'est très peu épais, ça fait 2 mm d'épaisseur. Les interactions sont extrêmement rapides. Vous changez le courant, vous changez le taux d'oxygène, vous changez complètement la configuration. Ça sera pas du tout pareil pour les pierres. Les pierres, il va y avoir un phénomène de latence. Quand vous déplacez une pierre, elle va mettre un certain temps à s'adapter à l'endroit où elle est. Et sa microbiologie à l'intérieur va changer. Donc, on ne peut pas faire des décors n'importe comment, changer n'importe comment. À chaque fois que vous changerez votre décor, que vous bougerez une pierre, vous aurez des transformations qui peuvent vous donner un pic de ce qui nous dérange, de nitrate de phosphate. Vous pouvez avoir des phénomènes de constipation de la pierre, si on peut dire comme ça, avec une sédimentation plus sèche, plus dense, qui va avoir tendance à colmater la pierre.
ou dans certains cas, vous pouvez avoir une diarrhée de la pierre vivante avec une sédimentation extrêmement rapide qui peut être favorisée par exemple par des vers. Si votre pierre est très bien colonisée par des vers qui ont survécu ou qui sont venus s'installer, plam plam plam, bah vous voyez, ça gicle, hein. On croirait qu'on a une armée de crevettes qui est en train de faire le ménage à l'intérieur. Et en général, ce sont des vers. Et donc, ils vont permettre un entretien interne de cette éponge, pas bleue, euh, en évidant les boyaux et en permettant à une nouvelle réaction de s'installer et ils vont la laisser comme ça pendant 2 mois, 3 mois, tac, et puis on va retomber dans le même phénomène et puis ils vont venir et ils vont gratter et ils vont nettoyer, ils vont entretenir l'endroit où ils vivent. Et donc, vous comprenez bien que c'est pas du tout le même mécanisme que si vous avez des pierres mortes ou des pierres avec un produit comme Davio. Vous n'aurez jamais ces animaux. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des pierres vivantes dans un aquarium pour amener ces animaux. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Ça, vous ne pourrez pas en avoir dans une aquaroche. C'est impossible. Donc, l'aquaroche vous proposera un biofilm qui sera efficace par rapport à la surface qu'il propose. Mais vous n'aurez pas d'action importante du support des pierres dans la vie du bac. Voilà. Qu'on ne vienne pas vous dire que les bactéries qui sont fixées sur le verre ont une importance. Parce qu'en réalité, le biofilm qu'il y a sur le verre, eh bien, vous voyez ce que ça représente, votre verre. Il fait combien? Non, même dans un bac de 2 mètres. Hein, vous avez 2 mètres carrés. Vous n'avez pas 3 stades. Vous voyez bien la différence. Donc, si vous abordez un des domaines, vous vous intéressez aux bactéries. Vous allez aller lire des articles sur les bactéries. Vous pouvez vous farcir une thèse sur certaines bactéries. Vous allez pouvoir vous prendre la tête pendant une semaine. Et vous reviendrez la semaine prochaine et vous me parlerez et vous me direz « J'ai appris sur les bactéries, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Tu as tort. Mais si de la définition que vous donnez, moi j'attrape la bactérie et je la mets dans un aquarium, eh bien, ça sera la définition basique et scientifique de la bactérie qui sera fausse, parce que la bactérie s'insère dans son milieu favorable, dans des milieux précaires, dans des milieux hostiles, et qu'elle entre dans un cycle avec toutes les autres bactéries, et ça n'a plus rien à voir avec la culture d'une espèce de bactérie dans un milieu 2D, dans un laboratoire. Alors, c'est valable pour les bactéries, c'est valable pour les asticots, c'est valable pour les isopodes, c'est valable pour toutes ces bestioles qui travaillent dans l'aquarium et qui vont, par leur petite action, contribuer à une action globale exactement comme ça se passe sur la planète, exactement comme ça se passe dans l'océan. Les choses à retenir fondamentales sont les éléments fondamentaux. Oxygène, iode, et bien sûr le maintien d'un équilibre de la balance ionique entre le calcium et le magnésium. Alors, bien sûr, tous ceux qui font de la baling et tout ça, vous savez comment fonctionne votre appareil, vous savez à peu près normalement comment équilibrer votre balance ionique. L'iode interviendra dans cette balance ionique et les animaux interviendront dans cette balance ionique aussi. Voilà, c'est ça qui est important, puisqu'en fait, tous les aspects régulateurs, et c'est ça qui est intéressant, ce sont tous les aspects régulateurs de systèmes qui peuvent être en opposition au travers de la vie dans l'aquarium. Vous avez des guerres de milieu, vous avez des guerres entre les bactéries, vous avez des guerres entre les coraux qui veulent prendre la lumière, qui balancent leurs toxines, vous avez un tas de choses qui se passent en même temps. L'action de l'écumeur, alors soit vous lavez votre flotte et ça devient même une catastrophe parce que tous les jours, si vous écumez beaucoup trop, votre eau perd en qualité mais de manière exponentielle.
essayez de surécumer de la flotte, mettez dans un petit aquarium un gros écumeur. Laissez-le tourner. Et vous allez voir comment votre eau va dégénérer. Mais elle va dégénérer totalement, en fait. Vous ne pourrez même plus maintenir des animaux vivants dedans. Donc, là encore, voilà, l'art, le contrôle de l'oxygénation, le contrôle de l'élimination par l'écume d'un certain nombre de déchets, d'un certain nombre de toxines, et c'est quelque chose qui est important dans l'aquarium d'eau de mer. L'écumeur va servir à éliminer des toxines. On parle toujours du fait qu'il lave l'eau de déchets avant qu'ils entrent dans le cycle de la décomposition ammoniac, nitrite, nitrate, phosphate, azote, puisqu'en fait le but du jeu, hein, bien sûr, c'est de retrouver le cycle de l'azote, c'est-à-dire qu'à la fin il y a de l'azote. En général, dans les sédiments, quand vous regardez comment ça fonctionne, eh bien, à la fin, quand vous avez du bon sable, eh bien, vous avez à nouveau du sable, des petites billes et de l'azote. Voilà. Donc, tous ces enchaînements, toutes ces choses mises à part, vous les apprenez et après, vraiment, il faut désapprendre, apprendre à lâcher prise, mettre en place le système, découvrir ce qui s'y passe quand tout est emboîté à l'intérieur. Ou bien vous partez de votre aquarium, oui, tout est emboîté, et puis vous le décomposez, vous le recomposez. Et là, vous avez une nouvelle perception de votre aquarium. Parce que, et dans cette nouvelle perception, eh bien, vous commencez à comprendre, à prendre conscience des proportions que vous avez attribuées dans votre aquarium avec votre matériel, votre éclairage, votre quantité de pierre, votre quantité de sable, vos animaux, la taille de votre refuge, s'il y a de la kétomorphose, s'il y a de la colère, s'il y a du sable, s'il n'y a pas de sable, s'il y a des PV, si elles sont triptyques, si là, vous allez identifier chaque paramètre et commencer à mesurer quel impact il a dans votre système, dans votre ensemble. Voilà. Et de ce fait-là, vous développez la maîtrise, les amis. Et qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant dans notre passion que de développer ça? Parce qu'à partir du moment où vous avez une certaine maîtrise, vous avez beaucoup moins de stress. Vous n'êtes pas tributaire d'un tas de matériel, comme l'APEX. Il est intéressant, l'APEX, il prend des mesures, il vous téléphone. Mais si votre bac est bien conçu par la manière biologique, il y a plein de choses qui ne seront pas nécessaires. Parce que vous ne risquerez pas de bouleversements dramatiques. À moins que votre enfant jette 6 morceaux de sucre dans votre décompte. Parce que vous êtes en train de faire un gâteau et puis qu'il regardait justement une vidéo d'Hervé. Voilà. C'est ça, de lui avoir filé votre tablette. Le gamin, il est tombé sur Hervé. Le sucre, paf, allez, 6 sucres dans le bac et au revoir le bac. Je rigole, mais mon nom s'est déjà vu quand même. Donc, la maîtrise, si par exemple vous avez fait votre casier avec les anneaux de Syporax, avec des matériaux style marine pure, vous balancez un sucre, bam, hein, ou vous mettez un bouchon de vodka. Et puis, votre petit problème d'une légère montée, par exemple, de phosphate dissous, eh bien, ça y est, on n'en parle plus. Donc, vous avez des possibilités comme ça de faire des ajustements. Il faut régler votre moteur au ralenti. C'est comme une voiture. Hein. Vous réglez votre moteur avec un ralenti et au ralenti, et là, vous avez déjà, malgré que vous êtes au ralenti, vous avez quand même l'explosion, l'admission, les échappements, les bougies, les explosions, les soupapes, et tout le mécanisme fonctionne. Donc, dans l'aquarium, c'est comme ça. Et si vous avez une accélération qui peut être due à l'évolution de votre aquarium, c'est-à-dire l'augmentation de la population de coraux, qui va faire que la consommation de magnésium et la consommation de calcium va augmenter. Si vous fonctionnez de manière simple par des changements d'eau toutes les semaines, vous allez devoir augmenter votre quantité de changement d'eau. Au bout d'un moment, si ça vous les brise, bon,
vous en parlez avec Mimine, et puis vous lui dites, bon, est-ce qu'on pourrait peut-être passer à la baligne? Voilà, par exemple. Ou utiliser un rack. Donc, vous avez le temps de prévoir votre investissement, vous avez le temps de... Voilà, vous avez compris déjà comment ça fonctionne sans, et vous avez compris à peu près combien consomme votre bac. Donc, vous savez aussi qu'avec les changements d'eau, combien vous pouvez compenser, rattraper, corriger, parce que vous avez pris cette habitude, vous voyez. Alors, c'est beaucoup plus facile après. Si tout de suite vous avez eu du matériel, de la balaying, le machin, alors que vous avez 2 coraux grands comme ça dans 60 litres, euh, vous voyez, non mais vous êtes déjà dans les choux à la base en fait. Vous allez avoir toute une bande de trous du cul qui vont vous dire oui, oui, oh, la balaying, la balaying, la balaying. On achète le bac avec la balaying et on a 3 coraux pendant 2 ans dedans. Donc, c'est complètement débile en fait de faire ça. Donc apprendre déjà donc la maîtrise par les changements d'eau, eh bien ça permet après quand on est à la balaying, vous voyez toujours les systèmes de poupées russes, vous êtes à la balaying, eh bien vous avez appris quelque chose par le changement d'eau, quand vous vous mettez à la balaying, vous passez par un désapprentissage puisque vous découvrez une nouvelle technique, mais vous n'avez pas oublié l'ancienne. Et si toutefois il y a un petit pépin, eh ben vous allez pouvoir l'identifier plus facilement dans les perturbations de la balance ionique, par exemple, mais aussi dans la qualité de la pousse. Voilà. Donc, voilà, ça présente un certain nombre de choses qui peuvent être étudiées. On fera, on a notre ami là, Elacé qui demande qu'on parle de l'éclairage. Vu que nous avons récupéré là le live à deux, alors je procéderai à l'invitation de mon ami Gilles et on vous fera une émission sur l'éclairage qui, je pense, vous intéressera grandement. Voilà, alors j'espère que je vous ai apporté quelques éléments simplement de réflexion. Il n'était pas question ce soir d'aborder un sujet, un thème particulier. Euh, que cette nécessité impérieuse de désapprendre ce que l'on apprend, même quelquefois 5 minutes après qu'on l'ait appris, pour le relativiser, pour changer la position de l'observateur que l'on a, soit on est en macro, au microscope en macro, à distance de 20 cm, à 1 mètre, et vu de l'espace. Hein. Et c'est comme ça qu'on comprend l'aquarium. Et il n'y a pas d'échappatoire à ça. Ce qui est dramatique, c'est de voir que des gens passent une vie avec des aquariums sans jamais avoir compris tout ça, et qui sont persuadés d'avoir raison avec leur matériel et leurs 24 pompes doseuses. Je pense que en plus là, donc avec l'année qui nous est promise par les événements, nous allons un certain nombre à nous serrer la ceinture en termes de rentrée d'argent et de dépenses pour le hobby aquariophile, et que ce resserrement de budget est une bonne occasion pour vous de réfléchir à comment fonctionne votre bac, et pourquoi pas essayer d'approcher un peu une méthode plus naturelle, qui coûte moins cher à entretenir, et qui apporte une plus grande stabilité en fait dans les échanges, au travers des échanges qu'elle a, et l'influence qu'elle a sur le milieu. Et c'est vrai que vous regarderez, j'en ai touché un mot une fois, mon bac il a mis 4 jours à crever, hein. 4 jours. Donc, voyez le sable, hein, vous pouvez quand même compter beaucoup sur lui. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On ne fera pas spécialement de questions cette semaine. On refera sans doute un live un peu plus tard dans la semaine. Je passerai vous faire un petit coucou, vous raconter tout ce qui est en train de se passer. Voilà. Si vous avez envie de parler, on peut le faire. Vous pouvez aussi ouvrir des lives si vous voulez, hein, et notre équipe ou moi-même, on sera content d'y répondre. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis, je passerai vous voir, hein, mais vous avez vu, la semaine prochaine, c'est notre ami Julien. Donc,
qui va aborder l'acclimatation des coraux, le placement des coraux, certains soins apportés aux coraux, notamment en cas de brûlure. Et puis la semaine d'après, c'est notre ami Christian qui va rentrer dans la chimie avec les interactions, l'utilisation du Ra, réacteur à hydroxyde. Voilà. Bonne soirée à vous, à bientôt.